Saturne Nîmes, plus radin, plus malin. Vous présente Miroir des Sports. Une émission Miroir des Sports que nous ouvrons avec la course des 3C qui mélange de la course à pied et du VTT, mais également du canoë-kayak avec nos invités. En plateau, Sylvie Delannery, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Calvisson VTT, le club local donc de Calvisson. Oui, tout à fait. De vélo tout-terrain. On va évoquer également l'organisation de cette course des 3C avec deux manches qui se sont déroulées au cours du week-end. On va y revenir immédiatement en images. À vos côtés, on retrouve Nadjim Bazar et Elie Miquel. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous représentez le Canoë-Kayak Club de Nîmes avec une belle actualité au cours des derniers week-ends du mois de novembre que nous commenterons bien évidemment là encore en images et puis des compétitions au niveau très relevé puisque vous avez côtoyé de très beaux champions. Hein. On essaie. Allez, on va immédiatement entamer cette édition avec des images qui nous viennent. On l'a dit, du côté du Gard et de l'Hérault avec la troisième manche hier dimanche qui s'est disputée, la deuxième manche pardon qui s'est disputée dans l'Hérault du côté de Saint-Cériès, une épreuve de vétathlon qui allie, on le rappelle, la course à pied et la course en vélo tout-terrain à travers notamment des paysages très diversifiés, garrigues, pinèdes. C'était la première épreuve sur la commune de Congénie. Victoire côté homme en équipe d'Alex Munoz en 33 minutes 48 et de Marc Collomb en 46 minutes 02, soit au total un chrono de 1h19 minutes 50 secondes. En solo, c'est Samuel Belenc qui finit en tête avec 33 minutes 07 et 57-24 pour un chrono final d'1h25 31. Deuxième manche rendue plus difficile du fait des conditions climatiques et de la pluie qui a considérablement gêné les coureurs à pied. Et en VTT, samedi à Congénie pour l'ouverture des 3C. Pas de pluie hier dimanche à Saint-Cériès. Grosse domination à nouveau du duo Munoz-Collomb. En tête chez les femmes au classement général, Eliane Delfaux et Elsa Lombard. En équipe, Véronique Den. Et en individuel, et puis côté mixte, Florence Auclair et Steve Laurent sont actuellement en tête avant la tenue de la troisième manche de ces 3C qui se disputera dans le Gard le dimanche 5 décembre du côté de Calvisson. On l'a dit, après une première manche à Congénie, puis la deuxième à Saint-Cériès dans l'Hérault. Sylvie Delannery, c'est une épreuve qui aujourd'hui s'est pleinement installée, on peut dire, dans le calendrier sportif local. Oui, c'est vrai que ça fait 16 ans qu'on l'organise. Ça a été donc à l'origine de la création du club Calvisson VTT. Donc on est fondateur et organisateur de ce trophée des 3C. Et il est vrai que ça progresse considérablement en nombre de participants. Donc on a été dimanche 520 à Saint-Cériès. Congénie a débuté avec 480 participants et on pense avoir près de 580 voire 600 participants pour la finale à Calvisson, qui sera, je pense, exceptionnel puisque un nouveau parcours sera donc créé pour le bonheur des participants qui reviennent depuis 16 ans, donc pour la majorité d'entre eux. On va découvrir quelques images de ce week-end sportif samedi et dimanche avec, on l'a dit, des conditions climatiques plutôt compliquées samedi à cause de la pluie. Dès lors qu'un terrain devient un petit peu plus boueux, c'est très difficile pour les coureurs, qu'ils soient à VTT ou à pied, que d'évoluer. Il faut être très technique. Voilà, c'est vrai que c'est un parcours assez roulant et là, il est devenu assez technique par la pluie de samedi qui a été assez forte. C'est vrai que sur les 3C, en 16 ans d'organisation, on n'a jamais eu de pluie. Et on peut dire que même hier, on ne l'a pas eu puisque dès le départ 10 h, la pluie s'est arrêtée et on a eu le soleil. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chance, même si le terrain est gras, c'est quand même du VTT, c'est du trail aussi, puisque les parcours sont courts, 9 km en course à pied, typé trail, et puis 20 km en VTT pour la préparation aussi des cyclocross. Quel regard vous portez sur le niveau général et sur cette domination que j'ai évoquée tout à l'heure, notamment côté homme avec l'équipe formée par Alex Munoz et Marc Collomb? Alors c'est vrai que nous, ça nous fait très très plaisir puisque Alexandre Munoz est un vététiste de niveau national. Marc Collomb, il est dans le top 5 niveau national et dans les 20 meilleurs mondiaux. Il fait en plus partie du team national division 1, première division à Calvisson VTT. Donc on les connaît, on sait vraiment qu'ils dominent le VTT et la course à pied par rapport à Alexandre Munoz puisqu'il est quand même lui vraiment spécialisé dans les deux disciplines.
Donc c'est vrai que ça nous fait plaisir parce que ça attire aussi d'autres régionaux de très bon niveau, à savoir Sébastien Bourgeot, Jean-Baptiste Rochesec. Donc il y a vraiment un beau plateau cette année, comme les années précédentes, mais là c'est vrai que ça se renforce. Donc on est vraiment vraiment content puisqu'il y a l'ambiance, il y a le plateau, donc c'est formidable, on continue. Et je vous propose d'écouter l'un des acteurs de ce week-end sportif des 3C, interrogé au micro d'Alain Bellon. On a tous les niveaux dans cette compétition. On a aussi bien les élites qui arrivent des régions du Nord qui ont l'habitude de ces courses-là, ou aussi les familles qui viennent courir en mixte avec l'épouse qui fait la course à pied et le mari qui fait le VTT. Donc c'est une manifestation qui au fil des années perdure. On a toujours une base, on va dire, de 500 concurrents et après on fait du plus. Aujourd'hui on est à 570 je crois inscrits. Donc malgré des conditions météo qui sont pas exceptionnelles, donc toujours une manifestation qui reste dans le calendrier régional très importante. On a un public vraiment, je le disais tout à l'heure aux autres médias, un tiers héros, un tiers région et un tiers hors région, quoi. Donc on a des gens qui descendent de l'Alsace, du Nord, de la Bretagne pour venir faire cette compétition. Donc un grand moment convivial et donc c'est appelé à perdurer. Ouais. Par Calisson VTT. Donc Serge Poitou, le président de l'Unel Bike, Sylvie Delannery, qui chapeaute un petit peu la partie héroltaise puisqu'on démarre à Congénie. Ensuite il y a Calvisson, entre les deux il y a Saint-Cériès. Oui, tout à fait. Comme ce sont des grosses organisations, on a créé il y a 6 ans maintenant donc un club sur l'Hérault pour pouvoir organiser la deuxième manche à Saint-Cériès. Et c'est l'Unel Bike, puisque ce club a été créé pour ce vétathlon à Saint-Cériès, qui l'organise, côté parcours, côté organisation. Et Serge Poitou en est le président, un ami justement, et c'est le club cousin, on va dire, du 34. Le club cousin et voisin, alors qu'ici on découvre bien le départ de la course à pied. On était quel jour, Sylvie Delannery? Nous étions dimanche 21 novembre, donc hier. Donc ils sont partis, il y avait à peu près 350 coureurs à pied, puisque c'est en équipe. Vous avez 180 individuels et à peu près 170 équipes. Donc là, ils partent sur un parcours de 9 km. Et puis ensuite, ils reviennent sur le site de départ pour prendre le relais ou continuer donc, en passant par le parc à vélo pour récupérer leur VTT et partir sur la boucle de 20 km, du moins 18 à Saint-Cériès. Voilà, donc là, ils courent justement pour partir sur le parcours de VTT. Donc ils n'ont pas la possibilité de rouler sur la pelouse. Ça, c'est en accord avec la commune de Saint-Cériès. Donc là, c'est le passage de relais, le passage de témoin pour l'équipier VTT, puisqu'on peut le faire en individuel. Dans ce cas-là, l'individuel part dans le parc à vélo pour récupérer son vélo. Et là, sinon, donc l'équipier VTT passe le relais par rapport au coureur à pied. On voit ici le départ au niveau des VTT. On peut rappeler justement sur le tracé de Saint-Cériès le nombre de kilomètres accomplis par les coureurs. Tout à fait. Donc en course à pied, vous aviez un parcours typé trail de 9 km 800. Donc qui surplombait vraiment la Roque d'Aubé, le pays de Lunel, on va dire. Et puis en VTT, on avait 18 km exactement, qui aussi étaient autour des communes de Saturargues et Saint-Cériès. Voilà, donc là c'est l'arrivée, justement, Marc Munoz, tout en blanc vêtu, avec le maillot du team, dont on est fier, et lui aussi d'ailleurs, avec Alex Munoz à côté, et puis tout en bleu, c'est Jean-Baptiste Rochesec. Alors ça nous fait très plaisir parce que ce sont des jeunes, les 3/4 des jeunes VTTistes que l'on voit, ils sont passés par Calvisson, puisqu'on est quand même un club formateur avant tout. Donc ça nous fait vraiment très plaisir de se dire, tiens, le haut niveau, il est là, et ils sont passés, ne serait-ce 3-4 saisons chez nous. Et ça, vraiment, c'est la fierté aussi du club de Calvisson. Et de voir la belle évolution de chacun des coureurs. On va revenir en interview avec les réactions de ce duo de vainqueurs, Alex Munoz ainsi que Marc Collon, toujours interrogé par Alain Bellon. La course à pied, cette fois-ci, moi je suis parti plus calmement qu'à Congénie. Alors, je suis parti, j'ai assuré, je suis parti avec le groupe de tête, on était 4.
pendant les 5 premiers kilomètres. Pour les temps, en fait, moi je contrôlais pendant la course. Quand il passait par devant, je cliquais sur mes laps. Du coup, je savais à peu près comment j'étais à rapport au premier. Bon, du coup, je suis mis à bloc jusqu'à la fin. Bon, je me suis dit, si j'arrivais avec 1 minute de retard, c'est bon pour Marc pour remonter, parce qu'il a un gros niveau au VTT. Alors, c'est bien déroulé. Les 10 km, ils avaient bien fait. Ils m'ont placé idéalement en 3e position. Et derrière, j'avais plus qu'à confirmer son travail. Et il y avait Jean-Baptiste qui roulait bien, c'était un petit peu mon adversaire que je redoutais. Et je l'ai rattrapé un petit peu dans la technique, dans les sous-bois. Et après j'ai pu faire un petit peu les écarts et j'ai pris l'ascendant psychologique. Et aujourd'hui on remporte la 2e victoire avec Alexandre Mignos. Les difficultés à pied au milieu du parcours, donc c'était surtout par le relief, donc des côtes. Sinon après c'était relativement roulant. Et à VTT, je pense que le fait que ça soit humide, ça a rendu un peu les parties techniques plus ardues, et certaines parties qui devaient être roulantes si c'est sec, vu que c'est gras, c'est un peu plus physique. Voilà. Aujourd'hui j'étais un peu malade, donc j'ai dû gérer un peu différemment que la première étape, où je me suis accroché plus avec les premières équipes. Là j'ai dû être un peu plus sage, mais ça s'est bien passé. Voilà. Troisième manche, on l'a dit, de ces 3C le dimanche 5 décembre à Calvisson. Retour dans le Gard pour cette compétition. Retour à domicile pour vous, Sylvie Delannery. Avec un mot très rapidement sur le rôle joué aussi par le club de VTT de Calvisson. Oui, il est vrai que le trophée des 3C, c'est la vitrine, l'image qui masque un petit peu toutes les activités du club qui sont quand même assez importantes. On a 75 jeunes dans l'école de vélo. On anime l'option VTT et l'AS de Calvisson au collège de Calvisson. Et surtout, on a développé particulièrement le volet social au sein du club depuis 2009-2010. Donc on monte des actions sociales au travers du sport pour motiver des jeunes ou des jeunes demandeurs d'emploi issus de la mission locale ou de l'école de la deuxième chance, l'école régionale de la deuxième chance, en partenariat avec la région et le Conseil général du Gard. Donc on monte des actions de sensibilisation au métier d'encadrement dans le vélo. Ça s'est fait donc en 2009-2010. On a pu créer 8 emplois quand même dans le monde du vélo, puisque ça se professionnalise de plus en plus. Là-dessus, on a été contacté par des clubs de foot qui ont voulu justement que l'on développe cela dans ces clubs suite un petit peu à ce qui s'est passé durant l'été. On ne va pas en reparler. Et puis donc là, on a 18 jeunes qui sont salariés dans des clubs sportifs de foot du Gard, et on les forme puisqu'on a des modules transversaux. Donc on les forme à tout ce qui est gestion administrative d'un club, tout ce qui est encadrement des jeunes. On leur fait passer tous les diplômes fédéraux et on les oriente maintenant sur le BPGEPS ou BESAC foot. Voilà, on le fait pour le VTT, on le fait pour le foot, et maintenant bientôt on va le développer pour le tennis. Voilà, donc c'est vrai que c'est une belle expérience humaine au niveau des 3C, au niveau du club, et surtout quand on voit comment on développe les activités dans le volet éducatif, le volet social et sportif. Donc ça nous fait très plaisir, on en est vraiment fiers. Merci pour ces précisions. On va passer au canoë-kayak avec nos deux autres invités, Najib Mazar et Elie Miquel, avec des images spectaculaires que le canoë-kayak club de Nîmes nous a ramenées. On va les lancer immédiatement parce qu'il y a eu des compétitions le week-end du 6 et du 7 novembre, compétition du côté de Pau, également le week-end suivant du côté de Foix. Est-ce que vous pourriez, Najib, un petit peu nous commenter les images que nous voyons actuellement à l'écran sur le type d'épreuve? Là, en fait, c'est une descente juste pour le plaisir qu'on fait ça, c'est une descente de l'une des rivières des Cévennes. Et là, il n'y a pas vraiment de danger, il y a du volume, et sans vraiment, il n'y a pas de quoi se faire mal. Et puis, ils sont quand même assez expérimentés, et avec pas mal de protection, comme vous voyez, les casques intégraux, et même ils ont parfois des protèges, des coudières, tout ça pour ne pas se faire mal. Et après, là, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est ceux qui veulent se faire plaisir. Il y a pas, bon, c'est vrai, il y a des compétitions de temps à autre, mais ici, comme on connaît, il y a Pierrot Moreau, il y a d'autres personnes qui font ça juste pour se faire plaisir. Est-ce que ce lieu fait partie, on va dire, des lieux d'entraînement traditionnels du club? Non, pas vraiment, parce que nous, on est plus basé sur le slalom dans la compétition, mais après, il faut bien un peu décompresser, faire autre chose, et on vient ici pour faire des descentes comme ça, avec pas mal de chutes, et puis pour le paysage,
qui est assez extraordinaire. C'est vrai qu'il y a le contraste entre le site naturel et puis parfois les compétitions qui se déroulent dans des bassins, dans d'autres lieux. Quelles sont, on va dire, les préférences justement lorsqu'on pratique cette activité? Il n'y a pas vraiment de préférence. Quand on fait de la compétition, c'est vrai, on est plus présent dans des bassins, que ce soit artificiels ou naturels. Mais quand même, moi, par exemple, quand j'en fais beaucoup, il me faut aussi mes petites descentes comme ça de rivière pour me faire plaisir et décompresser un peu. Pour vous, Élie, Mickaël, comment vous est venue cette passion du canoë-kayak? Alors moi, c'est en allant un jour à la Bastille en fait que ma mère m'avait proposé oui, est-ce que tu veux essayer le canoë-kayak? Alors j'ai été accueilli par une dame qui s'appelle Babette qui gère le club de Nîmes. Et donc j'ai essayé, je me suis révélé tout de suite un peu doué pour le sport. Et donc j'ai continué comme ça, fil en aiguille, arrivé à un haut niveau de compétition. Lorsqu'on accomplit un parcours de la sorte, Najib, comme on le voit ici, quelles sont les qualités physiques requises primordiales pour évoluer dans ce lieu? Je veux dire, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de qualité physique. Tant qu'on a, on va dire, un minimum de physique, après tout est technique. Il faut savoir gérer son bateau, comment y aller de droite à gauche, comment traverser, comment esquimoter, comment on vient de voir ici, comment il s'est retourné pour pouvoir se redresser, se remettre droit. Après, c'est tout. Hein. Et puis petit à petit, c'est juste de la technique qui s'avère être difficile. Alors, le week-end du 6 et du 7 novembre, le club nîmois était présent du côté de Pau, alors que là, on voit notre site en extérieur. Hein. Voilà. Ça, c'est à Foix, donc ça, c'était le 13 et le 14 novembre pour une épreuve régionale. Alors justement, on va parler de cette épreuve de sélection. Sur ce plan d'eau était présent entre autres Sébastien Combo, qui est le champion du monde 2007, ainsi que Wilfried Forgue, quintuple champion du monde de canoë, qui a été champion olympique aux JO d'Atlanta 96, avec Franck Addison en canoë biplace. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer justement pourquoi même des débutants en canoë peuvent accomplir des épreuves aux côtés de champions aussi réputés? Parce que en fait, ces compétitions-là, elles sont ouvertes à tous, ça s'appelle des régionaux, pour pouvoir en fait se qualifier aux courses nationaux, que ce soit national 3, 2 ou 1. Et donc en fait, ça c'est des compétitions où même ceux qui sont forts ou même les moins bons peuvent participer pour déjà pour la confrontation, et puis comme on peut voir, c'est plus ludique quand on a des champions qui sont à côté de nous. Pour vous, Élie, ça a été une confirmation aussi. Vous participez à cette compétition. C'était la compétition, je crois, la 3e ou la 4e au niveau régional de l'année. Oui, ça devait être pas loin, 3e, 4e peut-être. Quelles ont été les difficultés du parcours? Alors, déjà, le parcours de Pau, comme vous voyez, il y avait assez peu d'eau en fait, dans les endroits où il fallait remonter les portes. Donc qui rendait un peu plus difficile les parcours. Après moi, à Pau, je ne fais pas vraiment la course de ma vie, on va dire, mais ça marque d'assez bons points et ça fait d'assez bons résultats au classement, donc ça va. Le classement, vous finissez à combien de secondes du premier? Je ne sais pas, je dois finir à une quinzaine de secondes du tout premier des Kayacom. Virgile Donnet, qui malgré 2 secondes de pénalité obtient un chrono final à 8 secondes de Sébastien Combo, c'est une belle performance, on peut dire aussi. Oui, tout à fait. Là, c'est ce qu'on voit ici, c'est Virgile Donnet qui fait une très belle course. Et pour lui, je pense que ça doit être une performance d'être à ce temps-là par rapport à Sébastien Combo. Avec donc, on le voit, les jeunes nîmois qui sont en pleine évolution, est-ce qu'on peut passer les paliers rapidement en fonction justement des chronos établis lors de ces épreuves de sélection? Oui. Par contre, on ne peut pas, par exemple, basculer de N3 à N1 directement. Il faut quand même faire passer par la N2 pour pouvoir faire la zone de transition et passer en N1. Et puis déjà avoir des points. Et c'est assez difficile quand même parce qu'en National 1, on a quand même des points bonus par rapport aux autres. Et il faut quand même passer par la N2 et vraiment s'entraîner parce que c'est pas pareil pour entrer comme en Ligue 1 en football, c'est pas la même chose. Alors avant ce week-end de Foix, il y avait un autre déplacement, cette fois-ci dans le département des Pyrénées-Atlantiques à
Pau avec une autre épreuve là qui réunissait des équipes nationales notamment. Pourquoi Pau est considéré par certains comme un petit peu la capitale du canoë-kayak en France? Car il y a le pôle espoir et puis même le pôle France d'entraînement. Donc il y a tous les champions qui se situent là-bas. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a 5 bassins, voire 6 bassins qui sont tout autour de Pau. Il y a 2 bassins à Pau, le nouveau, c'est un bassin olympique. Et puis il y a d'autres bassins qui se trouvent à 20-30 minutes, Orthez, Saint-Pé et encore d'autres. Et c'est quand même Hawaï pour nous pour faire du kayak. Et puis en plus à Pau, il y a un enfant du pays qui s'appelle Tony Estanguet. Tony Estanguet, oui. Double champion olympique, champion du monde. Puis c'est vraiment bien d'être auprès de lui et de le voir naviguer. Un vrai plaisir. Un gros niveau de canoë-kayak en France. Il y avait également des internationaux tchèques, espagnols. Qu'est-ce qu'on ressent au contact de tels champions, Élie? C'est très impressionnant quand on les voit passer pendant leurs manches, pendant leurs courses. Mais ça fait aussi très plaisir de pouvoir se mesurer à eux, en fait. Parce que du coup, quand on se dit qu'ils ne nous distancent pas de tellement de temps, on peut se dire, bon, les marches, c'est plus tellement très loin pour le niveau national, le niveau mondial, peut-être olympique, etc. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est une vraiment bonne expérience. Et puis on parlait tout à l'heure de Virgile Pigache-Donnet qui a fini à la 19e place en kayak monoplace à 7 secondes de Fabien Lefebvre, qui là aussi c'est un grand nom, on peut le dire, du canoë-kayak. Oui. Donc plutôt un bilan positif sur ces épreuves? Bien sûr. Et puis c'est des premières compétitions pour passer à la suite en fin d'année au championnat de France. Et puis ça permet de se donner confiance et continuer à s'entraîner. Les prochains rendez-vous pour le club, rapprochement dans le Gard? À Valabrègue, en mi-décembre, pardon. Et voilà, on va voir qui va y participer et puis on va essayer de faire de bons résultats. En tout cas, on vous souhaite bien bonne chance pour ces prochaines compétitions. Messieurs, merci d'avoir été avec nous et bon vent au club de canoë-kayak de Nîmes. Merci Sylvie Delannery d'avoir été avec nous. Après une courte page de publicité, nous nous retrouvons avec les filles du Sonal de Bouillargues pour évoquer l'actualité du handball dans la région Languedoc-Roussillon. Carreau Décor, des carrelages d'exception, c'est au Mas des Rosiers, route de Montpellier à Nîmes. Venez découvrir chez Carreau Décor toutes sortes de carrelages et faïences pour votre habitation. Sol, cuisine ou salle de bain, ainsi que son espace décoration et aménagement extérieur. Carreau Décor, c'est au Mas des Rosiers. Et pour ces 10 ans, pour plus de 300 € d'achat, Carreau Décor vous offre la colle. La suite de Miroir des sports avec l'actualité du handball et deux nouvelles invitées joueuses au Sonal Bouillargues, Chloé Vuillemot, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, on retrouve Manon Loumoa. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur l'actualité du club au sein duquel vous évoluez avec un match pas évident samedi soir devant le leader de D2 féminine. Une défaite malheureusement pour le Sonal. On espère de tout cœur que la machine va se réenclencher pour la suite de la saison. Mais avant cela, on va bien décliner l'actualité du handball au niveau régional avec, vous le savez, la présence d'un club de Languedoc-Roussillon en Ligue des Champions. Un nouveau succès à l'extérieur, 36-28 pour les handballeurs héroltais de Montpellier qui se place toujours à au deuxième rang de la poule B de Ligue des Champions à 2 points du leader hongrois Veszprém. Les hommes de Patrice Canaillé qui se sont imposés avec la manière samedi avec un regroupement défensif remarquable autour du capitaine Nicolas Karabatic. Je vous propose de découvrir les images de ce déplacement du côté du Danemark signé Olivier Brachard. Au
Danemark et même en Europe du Nord, Kolding est une place forte du handball. Beaucoup de grandes équipes s'y sont cassées les dents, comme Hambourg cette saison, l'un des ténors du groupe du Montpellier Handball. Matin du match, en promenade dans les rues de la ville, seul Wissem manque encore à l'appel. Le groupe est donc presque au complet après les nombreuses blessures de ces dernières semaines. Durant ce temps, Montpellier a limité la casse avec les joueurs qui lui restaient. L'un d'entre eux a crevé l'écran et s'est révélé être un vrai leader, Dixit Canaillé, l'entraîneur de Montpellier. C'est bien sûr William Acambré. J'ai l'impression que ce que je fais maintenant, je le faisais aussi avant. Peut-être que, on va dire, peut-être que ça se voyait moins. Parce que c'est vrai que c'est plus les gens qui me parlent, qui me disent « Ah, t'as franchi un palier, tu vas plus qu'avant ». Donc moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé grand-chose. Peut-être que la seule chose qui est changée, c'est que j'ose y aller quand même un peu plus pour moi, je me montre un peu plus. Par ses performances depuis 6 mois, William Acambré a montré qu'à seulement 22 ans, il faisait déjà partie des cadres. Mais en début de rencontre, aligné sur son côté préféré, à gauche, William, très dur et très appliqué en défense, est un peu en retrait en revanche sur les phases d'attaque. Les absents d'hier ont faim de ballon et c'est vite Kaftichnik, positionné au poste d'arrière droit, qui fait des malheurs. Le gaucher sera l'auteur d'un 7 sur 8 au tir et de 5 passes décisives, notamment à Ahmed, reconverti en ailier droit, lui aussi excellent. Le côté droit, longtemps talon d'Achille de Montpellier, est dans ce match sa force, 19-13 à la mi-temps. Ensuite, le MHB est impeccable dans la gestion de son avance et du rythme à imposer à ce match. Le gardien Storel est encore précieux devant une défense n'offrant pas de solution à Kolding. Seul Christiansen tire son épingle du jeu. 10 buts d'avance à 5 minutes de la fin du match et 36-28 au final. Kolding n'avait plus perdu dans sa salle depuis 2 ans. Quant à Acambré, il a pris le relais sur les shoots en bas arrière en deuxième mi-temps avec succès, 6 sur 8 au tir pour William. Un peu timide au début, c'est vrai que j'ai un peu de mal physiquement au début du match. Après, je me sentais mieux en seconde période, donc je me lâchais peut-être un peu plus. Bon, je suis content qu'on ait gagné ici. Je suis content de ma deuxième mi-temps. J'ai encore quelques petits trucs à régler, mais je pense que c'est déjà vraiment un très bon point de gagner ici. On avait fait un bon match avec Sprem, mais malheureusement il s'était soldé par une défaite. Ça veut peut-être dire qu'on commence à bien progresser dans l'approche de nos matchs à l'extérieur et qu'on est en train de devenir une équipe qui a du talent, mais ça on le savait, mais qui commence à jouer avec peut-être un peu plus de tête, un peu plus de maîtrise, un peu plus de savoir-faire. Et ça c'est très important parce que la Ligue des Champions c'est une compétition où la tête compte au moins autant que les jambes. Voilà une victoire qui fait du bien à la tête et pas question de négliger les jambes avec ce décrassage improvisé d'après-match. Après une semaine de folie, le MHB reçoit Dijon en championnat, puis rejoue Kolding dimanche à l'Arena. Et la belle santé du handball montpelliérain au niveau européen avec cette nouvelle victoire pour les hommes de Patrice Canaillé. Maintenant, est-ce que vous suivez justement l'actualité du MHB au niveau de la Ligue des Champions? Oui, je vais souvent voir les matchs puisque j'en ai l'occasion, mais c'est super intéressant d'aller voir. Ça change un peu du handball féminin, c'est du beau spectacle. Quel regard vous portez, Chloé, justement sur l'intensité de ces matchs de Coupe d'Europe? Est-ce que vous suivez plus particulièrement l'actualité de Montpellier ou bien des clubs français en général? Des clubs français en général, oui. Montpellier, c'est vraiment physique, quoi. C'est le club par excellence. Et je suis contente que d'ailleurs des clubs comme Chambéry ou Dunkerque arrivent à les accrocher. Et pour la Coupe d'Europe, j'espère qu'ils se décrocheront le titre, hein, pourquoi pas. Bon, on le souhaite en tout cas ici, histoire de rappeler bien que la France est l'une des toutes premières nations au niveau mondial de handball. On va revenir sur l'actualité au niveau local avec la 9e journée de D2 féminine et un match qui opposait donc samedi soir le Senal Bouillargues face à Noisy-le-Grand. Le leader de D2 était de passage dans le Gard. La caméra d'Alain Bellon a suivi la rencontre. L'équipe de Senal-Bouillard rencontrait ce samedi Noisy-le-Grand, première du groupe de la division 2 féminine de handball, et elle jouait pour la 9e journée. Une rencontre qui a débuté avec une petite période d'observation. Dès la 5e minute, le compteur s'ouvre par les visiteuses et prennent l'avantage en doublant le score. Les Bouillarguaises réagissent avec Kafi Gomis et reviennent au score. La motivation des joueuses en bleu est là,
et elle mène 6-3 à la 12e minute. Mais tout va basculer dès la 14e, où les joueuses de Daniel Deherme vont changer la donne en inscrivant une série de 8 tirs d'affilée, creusant le score 8-12 à la 26e minute. Les joueuses de Bouillargues réagissent et arrêtent cette envolée de Noisy-le-Grand, et le tableau affichera 9-14 à la mi-temps. Après la pause, les Gardoises essayent de revenir au score, mais l'empressement leur fait perdre de précieux ballons. La pression s'accentue sur les joueuses locales et les pénaltys s'enchaînent, à l'avantage des Noisennes. L'écart s'accentue. À la 43e minute de jeu, on compte pas moins de 7 buts d'avance. À partir de la 49e minute de jeu, le tableau va s'arrêter pour les joueuses en bleu, avec 15 buts contre 21. La fin de la rencontre sera pour les joueuses de Noisy-le-Grand, et elles vont inscrire 5 tirs, mettant le score final 15 pour le Sun Albouillargues et 26 pour les visiteuses, laissant l'équipe gardoise dernière du classement de la division 2 féminine de handball. La prochaine rencontre sera le 4 décembre contre Mérignac Handball, qui sont 9e au classement. Et un score final 26-15, 11 buts d'écart, il y avait déjà moins 5 à la mi-temps. Manon, qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux équipes? La différence, bon, c'est vrai que c'est les premières du championnat, mais moi je trouve que par rapport à d'autres équipes qu'on a rencontrées, comme par exemple Chambray, c'était supérieur à ce qu'on a pu voir de l'équipe de Noisy. Maintenant, on n'arrive toujours pas à marquer assez de buts, on défend bien, on a une bonne 0-6, on sait défendre en 3-3. Après, je sais, on ne peut pas vraiment dire que c'est l'envie qui nous manque, mais il y a ce petit truc qui fait qu'on n'arrive pas à accrocher, que là on ne met que 15 buts, c'est vraiment pas beaucoup pour un match de 60 minutes. Qui plus est, il y a un trait commun entre les deux mi-temps, c'est que, surtout en première mi-temps, Bouillargues a fait le jeu et a mené au score à un moment. Oui, première mi-temps, moi j'ai pas trop regardé le score, à un moment je le regarde, je vois qu'on est à +3, je me dis bon ça c'est bien, et on voit deuxième mi-temps, là ce qui est flagrant, c'est que les 10 dernières minutes on marque pas un seul but, quoi. Et pourtant c'est pas qu'on n'a plus de ballon ou qu'on n'a plus d'occasion, mais on marque pas. C'est inquiétant. Alors on notera une vingtaine d'arrêts à mettre au crédit des deux gardiennes de Bouillargues, que ce soit Cindy Ricourt, Césarée à elle seule. Est-ce que, selon vous, ce manque d'efficacité, Chloé, a aussi mis en évidence le fait que Noisy n'a pas manqué les actions de but? Ah mais c'est flagrant, je crois que pendant le match, pendant 25 minutes on ne marque pas. Donc sur 60 minutes de jeu, c'est quand même... on se prend un 8-0. Donc en menant 6-3, on arrive à... Enfin, c'est pas possible de gagner en faisant des matchs comme ça. Notre principale qualité, c'est censé être la défense. Et quand on voit qu'on se prend 26 buts, déjà c'est trop. Alors en marquer 15, voilà, ça suffit pas non plus d'avoir une bonne défense. Si on marque pas les buts derrière... 5 buts pour Kafilou Gomis. Est-ce qu'on peut rappeler à nos téléspectateurs en général, en moyenne justement, quel est le rythme, quel est le nombre de buts des meilleures buteuses de Bouillargues, généralement? Généralement, Kafi tourne un petit peu plus. Dernier match, elle a marqué 10 buts. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a une... Kafi a de très bonnes individualités, mais aussi on a de gros problèmes collectifs dans le groupe. D'ailleurs, ça se voit sur le match de ce week-end, il y a 5 joueuses sur toute l'équipe qu'on marque. Donc on est 10 joueuses quand même. Donc c'est... On va travailler, on continue à travailler et je garde espoir pour que la suite soit meilleure. Et on souhaite que le travail va payer. La réaction du coach de Bouillargues, interrogé à la fin de la partie par Alain Bellon. C'est qu'on prend le match par le bon bout, qu'à un moment on lâche le bout, comme très souvent. C'est vrai qu'à des moments ça paraît être un peu un jour sans fin. Maintenant on jouait aussi une équipe de Noisy invaincue, qui est leader du championnat, qui est pratiquement la même équipe que l'année dernière, avec une dynamique totalement différente. Et c'est vrai que soit on pouvait les faire douter et réaliser un coup, soit ça passait pas. Donc ce que j'ai dit aux filles, au-delà de la déception, parce que c'est vrai qu'elles sentaient au début du match qu'il y avait quelque chose à faire, mais qu'on n'en a pas eu ni les compétences, ni la qualité. À partir du moment où on s'arrête aussi de marquer des buts, alors c'est vrai que sans que ça soit une excuse, c'est aussi une des explications de notre début de saison, où on a déjà beaucoup de mal à marquer des buts en temps habituel, avec les deux blessés qu'on a, qui sont Chloé Roland et Chloé Villemot.
Ça nous fait un déficit 7, 8 buts, 9 buts à trouver dans un match. Et depuis le début de l'année, on ne les trouve pas. Donc il n'est pas question de jeter la pierre sur quiconque. Mais c'est vrai que tant qu'on n'arrivera pas à marquer plus de 20 buts, il faudra être vraiment exceptionnel pour gagner des matchs. Et face à Noisy, ce n'est pas suffisant. Je ne lâcherai rien avec ce groupe et toutes celles qui mettront leur volonté iront essayer de gagner les matchs qui restent à gagner parce que de toute façon le maintien se joue à très peu de choses dans cette division. Je leur ai dit, le plus important c'est les deux matchs qui arrivent contre des concurrents directs, à savoir Celles-sur-Belle et Mérignac, qui ne seront pas des matchs plus faciles que celui-là parce que ça sera des matchs entre équipes très mal classées. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné un match et que pour l'instant le bilan, on est normalement relégable. Donc il va falloir inverser ça en deuxième partie de saison. Mais comment ? Allez, il faut relancer la machine bouillarguaise, sachant, on le rappelle, que rien n'est perdu au niveau du classement, puisque 3 points séparent donc Bouillargues, la lanterne rouge, on va le voir au niveau du classement, de la 10e place actuellement détenue par Plan de Cuc. On va jeter un coup d'œil sur les résultats de cette 9e journée, avec la victoire de Bègle 28-22 sur le parquet d'Angoulême, Noisy-le-Grand qui s'impose à Bouillargues 26-15. Victoire de Mérignac, 32-30 à Celles-sur-Belle. Plan de Cuc est défait à domicile, 31-22 par Octeville. Chambray s'impose 27-25 face à Nice. Et enfin, Abbeville s'impose 26-24 face à Vaux-en-Velin. La Motte Servolex était exemptée lors de cette 9e journée de D2 féminine. On va retrouver le classement avec, je le disais, Chloé, ce paradoxe. Bouillargues ne marque pas assez. En revanche, Bouillargues fait partie des 5 meilleures défenses de D2 féminine, à peu de choses près. Heureusement. Heureusement. Ouais, c'est typique de chez nous. C'est ce qu'on nous apprend. Moi, quand je suis arrivée au club, c'était ça. Il faut défendre les couleurs. Bleu et blanc, c'est la défense avant tout. Pareil au HBCN. Donc voilà, heureusement, on a 10 points. Et je pense que si on n'avait pas cette défense-là, cette agressivité-là, on ne serait pas là. Mais on le voit, l'écart n'est pas grand, donc rien n'est perdu. Manon, victoire obligatoire à Mérignac ? Oui, victoire plus qu'obligatoire, puisqu'en plus, il nous restera, comme Marc l'a dit, c'est des équipes qui sont classées autour de nous, donc c'est des matchs qu'il ne faut pas perdre si on veut remonter la pente, quoi. Quel est votre avis sur le niveau général de cette saison de D2 féminine? Est-ce que le niveau est plus élevé par rapport aux autres saisons, ce que vous avez connu précédemment? Je dirais pas que le niveau est plus élevé, je dirais que c'est plus homogène. En fait, je pense que chaque équipe peut gagner, chaque équipe. Noisy fait un sans faute, mais sincèrement, je ne les vois pas finir à la fin cette place-là. Je pense qu'il y a de gros coups à jouer là-dessus parce qu'on peut battre tout le monde. Il y a plein d'équipes intéressantes. En tout cas, il y a un bon coup à jouer. On souhaite, lors de la 10e journée, on va voir le tableau de présentation, bien que Bouillargues va s'imposer. Ce sera le déplacement à Mérignac. Octeville accueillera Bègle. Celles-sur-Belle recevra Angoulême. Noisy-le-Grand, le leader, recevra Abbeville. Chambray se déplacera en Vaux-en-Velin. Nice accueillera la Motte Servolex. Et c'est Plan de Cuc, justement le 10e auquel je faisais référence tout à l'heure, qui sera exempté lors de cette journée. Marc Villeberger, Chloé mettait en évidence le fait que vous étiez absente pour l'instant. Oui. Comment vous gérez un petit peu cette période avec, on espère, un retour sur les parquets d'ici le début de l'année prochaine? Pour l'instant, je la gère très mal. J'essaie de revenir malgré que j'ai des petits désaccords avec les médecins. Je me prépare du mieux que je peux et j'espère revenir au plus vite possible en espérant apporter beaucoup à mes coéquipières. Et voilà, c'est bien d'être dans un groupe quand il y a les victoires, mais j'aimerais aussi être là quand c'est dur. Le moral reste bon au sein du groupe, justement, Manon? Il reste bon, c'est dur de rester contente et d'avoir le même entrain quand on prend une fois 10 buts, une fois 11 buts en 2 matchs. Maintenant, je pense que contrairement à l'année dernière où il y avait plus de problèmes de cohésion, là on a réussi à construire une équipe, on a un bon état d'esprit. Faut qu'on continue et surtout pas qu'on lâche maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut garder le cap pour la suite de la saison. C'est important pour nous. Et on vous le souhaite en tout cas, justement, bien de redresser la barre et puis de quitter cette zone rouge. On va dire un mot rapide des autres équipes gardoises de handball avec l'actualité du HBCN. Vous le savez, demain, mardi, aura lieu le tirage au sort des 8e de finale de la Challenge Cup, la Coupe d'Europe pour les Nîmoises. Un rappel des 16 clubs qualifiés pour ces 8e de finale. Vous voyez
Bakou, le club tchèque de Pisech, Amiens Bigenos pour la France, Arion pour la Grèce, Vigazio pour l'Italie, un club macédonien, Prilep, le club néerlandais également présent, un club portugais, un club serbe, un club suisse, un club ukrainien, également la Turquie qui est représentée dans ces huitièmes de finale. On en saura plus demain quels seront les futurs adversaires des joueuses de Manuela Ili. Puis concernant l'actualité de l'USAM, ce vendredi il y a des matchs, début de la 9e journée de D1 masculine pour les clubs européens, mercredi avec Montpellier qui recevra Dijon, Nantes qui accueille le Paris Handball, jeudi Istres-Dunkerque, vendredi donc à 20h30 Nîmes se déplace à Saint-Cyr, Saint-Raphaël, Toulouse, Ivry, Tremblay en France et Cesson, Chambéry pour le mercredi 1er décembre. Victoire impérative mercredi pour les hommes de Laurent Pusségur qui, je vous le rappelle, occupe la dernière place du championnat de D1 masculine. Vous êtes aussi attentif à l'actualité des deux clubs nîmois, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes? Oui, c'est toujours bien de s'intéresser aux autres clubs qui sont aux alentours. C'est vrai que pour l'instant, pour l'USAM, c'est aussi dur, un peu comme nous. Maintenant, on leur souhaite la même réussite qu'on nous souhaite à nous. Voilà, en espérant qu'eux aussi, ils vont prendre des points et remonter au classement d'ici la fin de la saison. Merci Manon, merci Chloé d'avoir été avec nous ce soir. Et on est de tout cœur avec le Sonal Bouyargues pour la suite de la saison. Dans la troisième partie de Miroir des Sports, il sera question de rugby et de football, notamment avec le 7e tour de la Coupe de France et la qualification du Nîmes olympique. Toutes les images, toutes les analyses et tous les commentaires dans la dernière partie de cette émission. La dernière partie de Miroir des Sports avec l'actualité du Nîmes olympique sur laquelle nous reviendrons demain dans le cadre de Croco Hebdo. Nos invités seront Mohamed M. Changama ainsi que Nicolas Bénézé, deux joueurs précieux depuis quelques semaines maintenant dans les rencontres jouées par les Crocos. Mais avant cela, nous allons développer l'actualité rugbystique nîmoise avec les résultats de la 8e journée de la poule 5 de Fédéral 2 et une nette défaite des Nîmois du RCNG. Battu 15-3 sur la pelouse de Lombès-Saint-Matan dans le Gers, sous une pluie battante et sur un terrain boueux. Les deux équipes se sont livrées un combat des plus soutenus avec un énorme pressing des Nîmois en fin de partie. Au final, 5 pénalités pour les Lombésiens contre une pour le RCNG. Vous voyez les autres résultats. La courte défaite de Céré face à Vendre l'Espignan 16-13. Saverdun qui s'impose de 7 points face à Thuir 15-8. Nette victoire, grosse victoire d'Agde 46-5 devant Saint-Sulpice. Mazamet qui fait un carton plein 18-0 face à Sijan pour la Nouvelle. Enfin Gimont est défait sur le terrain de l'entente sportive catalane. Au niveau du classement, Agde conserve la tête de cette poule 5 de Fédéral 2, 5 points d'avance sur Céré, 8 sur l'entente sportive catalane. Nîmes apparaît à la 6e place avec 20 points, à 4 points donc du 3e rang occupé par l'entente sportive catalane. Sijan, Port, la Nouvelle ferme la marche avec 3 points seulement et déjà 8 points de retard sur Gimont, autre équipe gersoise. La prochaine journée se déroulera le dimanche 28 novembre et Nîmes accueillera Agde du côté du stade Kaufmann.
Au Costières, il y avait un match de Coupe de France vendredi dernier, 7e tour. Les hommes de Noël Tosi accueillaient Rodez, un club redoutable qui, on s'en souvient, avait éliminé il y a quelque temps de cela le Paris Saint-Germain dans le cadre de cette épreuve. Retour au Costières également pour Franck Rizetto. Je vous propose bien de découvrir ces images tournées par nos confrères d'Eurosport. Une courte mais précieuse victoire du Nîmes Olympique vendredi, dans le cadre de ce 7e tour, avec un seul but marqué à la 34e minute par le défenseur Moussa Sidibé, buteur pour la première fois cette saison, sur une balle, vous allez le revoir au ralenti, astucieusement récupérée par Yassine Adou et parfaitement repiqué. Sidibé se joue de la défense ruthénoise. Il va effacer le gardien Beuve, le gardien de Rodez, et inscrire dans le but vide, malgré un retour des hommes de Franck Rizetto. Un score qui, vous allez le voir sur les images suivantes. On voit ici le geste parfait de Sidibé, extérieur et intérieur du pied pour marquer ensuite dans le but vide. Un score qui aurait pu encore évoluer en faveur des Nîmois 4 minutes plus tard avec ce coup franc frappé par David Gigliotti de la gauche vers la droite. Balle qui va directement dans le but de Beuve. On va mieux le voir sur une caméra opposée. Balle légèrement détournée par Mohamed Mchangama, ainsi qu'un défenseur ruthénois. Mais l'arbitre de la rencontre, vous allez le voir, M. Castro, va siffler une faute en faveur des jaunes et rouges de Rodez. Et le but qui est pourtant rentré, qui a franchi la ligne de but, ne sera pas validé par l'arbitre. Score final, donc 1-0 en faveur des Nîmois. Et la déception du coach ruthénois, Franck Rizetto, qui retrouvait, je vous l'ai dit, les Costières, un entraîneur que nous avons interviewé à l'issue de cette rencontre. Je suis vraiment mitigé parce que je pense qu'on a fait un match assez correct par rapport à ce qu'on essaie de mettre en place depuis pas mal de temps. Les intentions sont de mieux en mieux, les automatismes sont de mieux en mieux. Il nous manque juste la réalisation pour pouvoir mettre encore plus à mal toutes les équipes et Nîmes ce soir. Après, voilà, je pense qu'on s'est créé pas mal de situations. Il faudra être encore plus méchant devant le but et j'espère que ça arrivera. Voilà. Après, parce que dans le jeu, je pense qu'on a essayé de proposer, tout le temps essayé de partir de derrière, de faire tourner, trouver des décalages. Dans l'ensemble, on n'a pas trop mal réussi par rapport à d'autres matchs, mais après il manque plus que cette dernière passe, ce dernier geste, cette volonté de vouloir aller vraiment de l'avant pour marquer, quoi, voilà. Et Rodez qui est actuellement en difficulté en championnat national, vous le savez, c'est un championnat particulièrement relevé avec des équipes de grande renommée, pour ne citer par exemple que Bastia ou encore Strasbourg. Franck Rizetto, donc, dont le club a été sorti par le Nîmes Olympique. Du côté des Crocos, eh bien, il y avait quelques nouveautés. Al-Shaibani, Buach, Sbahi, Adou, Benezé, 5 joueurs qui étaient plutôt en manque de temps de jeu et qui ont eu l'occasion de revenir en équipe première sur la pelouse des Costières. Justement, le turnover proposé par Noël Tosi s'est avéré payant en termes de score final. Je vous propose d'écouter le coach nîmois que nous avons rencontré à l'issue de cette rencontre. Bon, une équipe qui a quand même, sur 2-3 coups, qui aurait pu nous gêner. Déjà, c'est peut-être elle qui doit ouvrir le score. Avec ce face-à-face avec El Shabani en début de match, où on n'était pas vraiment rentré dedans. Et en fin de match, il y a eu 2 occasions, avec un ballon qui passe pas loin du poteau. Après, la coupe, c'est la coupe. On ne sait jamais ce qui peut se passer si on se fait égaliser à la 90e minute. Ça peut redonner du cœur à l'équipe adverse. C'est une équipe toujours très difficile à jouer, Rodez. Ils nous ont mis un petit peu à leur rythme, ils nous ont baissé le rythme. On était plus national que Ligue 2, mais bon, il y a quand même des sujets de satisfaction parce qu'avec des joueurs qu'on peut jouer au niveau professionnel, je pense à Buach, je pense à Yassine Adou, qui pour moi était un des meilleurs joueurs sur le terrain, avec Sidibé, qui a fait un superbe match aujourd'hui. Et puis des joueurs en devenir, hein, on les a vus. Je crois que le Nîmes Olympique n'est pas encore mort et qu'on va certainement réagir dans les jours à venir, les semaines à venir. Aujourd'hui, c'est une grosse satisfaction pour moi au niveau du turnover, au niveau des garçons qui ont peu joué. Et puis il y a eu quelques révélations qui vont me servir à avancer dans cette saison parce que elle est loin d'être terminée.
Et puis à noter toujours dans l'actualité du Nîmes Olympique, la victoire de la réserve, 3-1 samedi après-midi sur la pelouse de Codognan. C'était dans le cadre des 32e de finale de la Coupe Gare-Lozère, dont les Crocos, vous le savez, sont les tenants du titre. On a bien compilé quelques résultats de ce 7e tour de la Coupe de France avec des résultats intéressants. Au niveau national, la victoire d'Amiens qui a gagné 2-0, la victoire de Nîmes bien évidemment, quelques cartons, 8-0, victoire de Dijon sur la pelouse de Hayange, club de division d'honneur régionale, Strasbourg, club de national, je le disais, qui s'est imposé 7-1, 7-1 également pour Nantes face à la SC Romagne, Istres qui se qualifie face à Bastia, c'était pas évident pour les Istriens que de défier le leader de national. La défaite de Bagnoles-Pont qui tombe avec les honneurs après un match nul glané 1 but partout sur la pelouse de Grenoble, la lanterne rouge de Ligue 2, défaite au tir au but 4-2. Chambéry qui fait le carton de ce 7e tour 9-0, et Angers qui s'impose de 2-1 face au Havre. Quant à Tourcoing, Viry-Châtillon, malheureusement, le match a été arrêté, un joueur étranglé, un arbitre agressé, un envahissement de terrain et une bagarre générale. Vous n'êtes pas sur un ring de catch, mais bel et bien sur un terrain de football. C'était dimanche sur la pelouse de Tourcoing, où donc le match contre Viry-Châtillon a été arrêté à la 30e minute de jeu, suite à l'expulsion du Tourquenois L'Albe et du Castelvirois Fey. Bagarre générale, je l'ai dit, envahissement de terrain. Le gardien Castelvirois Pecci, qui, selon nos confrères de la Voix du Nord, a étranglé Maton, ce dernier perdant connaissance avant de se réveiller en sang et de déclarer à nos confrères qu'il avait été mordu. Plusieurs expulsions, donc, et un jet de canette métallique depuis les tribunes sur l'arbitre assistant, M. Birembolt, touché au dos et qui a été pris en charge par les sapeurs-pompiers avant l'arrivée de la police afin de rétablir l'ordre au sein de l'enceinte. Les deux équipes de Tourcoing et de Viry-Châtillon, qui risquent une exclusion de la compétition. Et on appelle ça encore du football. Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France aura lieu ce mercredi midi au siège de la Fédération française de football, avec 88 clubs en lice. Ce sera le dernier tour avant les 32e de finale qui verra l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Justement, la Ligue 1, on va en parler avec la 14e journée et les résultats que nous allons récapituler. La précieuse victoire à l'extérieur de Marseille 1-0 sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Sochaux qui s'impose 2-0 face à Lorient. Partage des points, un but partout entre Saint-Etienne et Auxerre. Victoire dans le derby breton, 2-1 entre Rennes et Brest. 2-1 encore pour le Paris Saint-Germain qui confirme son bon moment face à Caen. 2-0, victoire de Nancy face à Valenciennes. Précieuse victoire de Montpellier qui a gardé la tête du championnat samedi soir le temps d'une soirée. 1-0 sur la pelouse de Nice. Victoire de Lille face à Monaco, 2-1. Victoire de Lyon sur la pelouse de Lens, 3-1. Et enfin, Arles-Avignon qui chute lourdement à domicile face à Bordeaux malgré 2 buts de Meriem et de Bouaza. Les Girondins qui ont profité de leur supériorité numérique pour enfoncer un peu plus l'ACA grâce à un triplé de Modeste et une réalisation de Gouffran. Au classement, l'ACA est toujours lanterne rouge avec 8 points de retard sur le Racing Club de Lens et 9 points de retard sur Valenciennes. Valenciennes qui sera le prochain adversaire des Arlésiens. On le voit dans la présentation de la 15e journée. Arles qui se déplacera à Valenciennes pour un match très important pour les hommes de Farouk Hadjibejic. Voilà, nous en avons fini avec l'actualité sportive de ce lundi. Dans quelques instants, place à l'actualité avec Franck Chassagnon. Merci de votre fidélité à Télémiroir et rendez-vous lundi prochain pour un prochain numéro de Miroir des Sports. Saturne Nîmes, plus radin, plus malin. Vous a présenté Miroir des Sports.